Vous avez aussi parlé donc de l'épistémologie. Nous allons revenir sur l'épistémologie pour revisiter ces grands axes. Mais une question me vient encore en tête par rapport à la politique. Longtemps, les philosophes et les politiciens ne se sont jamais entendus. Mais vous avez cité tout à l'heure Robert Doucet, qui a d'ailleurs été mon professeur de philosophie, et Nico Brou, qui excelle bien sur le plan politique. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la philosophie peut s'inviter sans complexe dans la politique? Est-ce qu'il y a un mariage entre la philosophie et la politique? Oui. Le philosophe. On se demandait qu'il vient chercher la philosophie dans la politique. C'est une question qu'on se pose. Le philosophe peut faire incursion en politique ou sur le terrain de la politique. On lui fait appel et il applique ses idées philosophiques en politique pour que ça marche bien. Pourquoi je le dis? Parce que le philosophe, c'est celui qui est animé d'un esprit critique. Alors que la politique, la critique n'est pas la bienvenue. Mais bon, ils sont là, les philosophes. Le philosophe est animé d'un esprit critique. Quand on lui fait appel, on lui laisse le temps de faire des analyses critiques de faits politiques. Et il fait, quand on aura des résultats escomptés. Je vais donner un exemple, par exemple. Un exemple. Le roi Jacques Ier, au XVIIe siècle, en Angleterre, a fait appel à un philosophe, le philosophe empiriste Francis Bacon. Jacques Ier lui a fait appel pour mener sa politique. Et quand il est arrivé au pouvoir, il est arrivé en tant que chancelier du roi Jacques Ier, il a pris des décisions politiques épistémologiques, des décisions politiques en faveur de la science. Puisque lui-même c'est un philosophe pour la science, on lui a fait appel, il a pris des décisions politiques épistémologiques pour le pays. Et la science marche bien en Angleterre. Et c'est en suivant les recommandations de Bacon qu'on peut dire que la science est née en Angleterre, créée par Isaac Newton, qui est d'ailleurs son disciple intellectuel, qui suit les recommandations de sa philosophie, la philosophie expérimentale. Et Newton a beaucoup misé sur la philosophie expérimentale recommandée par Bacon. Et c'est ça qui lui permet de suivre les phénomènes physiques, de les observer se dérouler. Et en les expliquant, il applique son intelligence mathématique à la manifestation de ces phénomènes-là. Donc, si Bacon n'a pas été invité pour être chancelier de l'Angleterre, il n'aurait pas pris ces décisions politiques épistémologiques qui ont fait du bien pour l'Angleterre. Donc, le philosophe, on peut lui faire appel dans un secteur donné, il va dans ce secteur, quand on lui laisse vraiment les mains libres, il va faire son travail librement. C'est ce que Bacon a fait. Bacon est arrivé et le roi ne lui fait pas opposition et il a décrété la liberté de la recherche, que le secteur politique ne doit pas influencer la recherche scientifique. Le religieux ne doit pas influencer la recherche scientifique. Les philosophes, les physiciens doivent faire librement leur recherche scientifique. Et c'est ça qui a apporté des fruits pour l'Angleterre. La même situation a été également observée au niveau du rapport entre la philosophie et la science, qui ne s'entendaient pas, parce que là, la science, on se demandait si la philosophie avait aussi une place dans le monde scientifique. Et les gens se sont attachés à la science parce que la science nous nourrit, elle nous donne à manger, elle nous habille. Et tout ce que nous sommes ici, c'est la science. Et là, on se demandait si on avait encore besoin de la philosophie. Jusqu'alors, où en est ce débat? Oui, la science aujourd'hui domine le monde. La science domine le monde, surtout par ses applications technologiques qui fascinent.
Mais le philosophe aussi s'intéresse à la science et à ses applications technologiques et il réfléchit. Par exemple, le philosophe d'un pays donné, du Togo ou du Bénin par exemple, peut par sa réflexion aider la nation, les autorités, à faire en sorte que la science se développe bien dans le pays pour que cette science aboutisse à des résultats techniques et développe la technologie dans le pays. C'est le philosophe qui a joué ce rôle-là. Donc, lorsque on laisse libre cours au philosophe dans son domaine, le domaine dans lequel il est spécialisé, il fait son travail pour la cité, pour la nation et pour toute l'humanité aussi. Comme je le disais plus haut, vous êtes auteur de plusieurs livres, dont voici certains que nous avons sur cette table. Voudrez-vous bien nous les présenter ou nous les faire découvrir aussi bien dans leur fond que sur leur forme? Vous avez la parole. Voilà un lot de livres dont vous êtes l'auteur. De quoi s'agit-il dans ces livres? Déjà, quand je prends le premier, je lis la création de la physique mathématique et de la science développée par Isaac Newton pour les téléspectateurs. Voilà, c'est le premier livre que j'ai sous la main, que vous intitulez La création de la physique mathématique et de la science par Isaac Newton. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce livre? Eric Tanandé, vous savez, quand j'étais rentré à l'université, au moyen d'une bourse accordée par l'État togolais, c'est-à-dire par la DBS, c'est pour aller faire la philosophie. Mais moi-même, je m'intéressais beaucoup à la physique. J'étais parti au département de physique pour m'y inscrire. On m'a chassé de là, que j'ai le bac A. Et qu'on m'a donné comme étude à faire philosophie, d'aller en philosophie. Et j'étais revenu en philosophie, puisque j'ai la bourse pour la philosophie. Bon, quand on a commencé les cours de philosophie générale et d'histoire de la philosophie, et j'ai commencé par comprendre que entre la philosophie et la physique, il y a un cordon ombilical. On ne peut pas couper. On nous parle de la physique, des premiers créateurs de la physique, initiateurs de la physique, qui sont les philosophes grecs comme Thalès de Milet, Pythagore de Samos, Démocrite d'Abdère et surtout Aristote. Donc, la physique que je voudrais faire en tant que science, mais on m'a refusé parce que j'ai le bac A. Je la rencontre encore en philosophie et je me suis dit que je vais étudier la pensée physique des Européens de fond en comble. Donc, quand des condisciples comme Alidi c'est un Comorien, quand en philosophie politique, il s'intéresse beaucoup à la pensée de Hegel, à la pensée de Hobbes, de Hume, de Locke. Moi, je m'intéresse à la pensée physique des Européens. J'ai cherché à comprendre comment ils sont arrivés à développer la pensée physique. Et j'ai commencé avec l'Antiquité. Vous trouvez cette pensée physique chez les premiers philosophes, dont ceux-là que je viens de citer. De citer. Et l'apothéose, c'est chez Aristote. Aristote a développé une pensée physique vraiment terrible, mais malheureusement qui n'est pas scientifique. On la classe dans la pensée physique pré-scientifique. Bon, j'ai évolué, j'étudie et j'étais arrivé sur ceux-là qui ont fait de la pensée physique une pensée scientifique. Des gens comme Kepler, des gens comme Galilée,
et des gens comme Newton. Et comment ils sont arrivés à faire de la pensée physique une pensée scientifique. C'est par la puissance de leur intelligence en mathématiques. C'est avec la mathématique, les sciences mathématiques, qu'ils sont arrivés à faire de la physique une science scientifique. Donc voilà, c'est ça que j'expose dans ce livre. Donc, ce document, dans la première partie, parle de la physique pré-scientifique d'Aristote. Et dans les deuxième et troisième parties, parle de la création de la physique scientifique par les mathématiques. Donc, c'est par les mathématiques que la physique est devenue une science scientifique. C'est ce qui se passe dans ce document-là. Et en créant la physique mathématique, Newton a créé en même temps ce qu'on appelle la science. Et quand je parle de science, mais dans mes documents d'épistémologie, ce n'est pas de n'importe quelle science. Quand on parle de science, il y a science et science. Dans mes documents d'épistémologie, il faut penser à la science théorétique et technologique. Voilà. La science qui aboutit à des vérités scientifiques. Et quand on applique ces vérités scientifiques, on débouche sur des réalisations techniques. Je donne un exemple. Dans cet ouvrage, Newton a expliqué scientifiquement comment la Lune se met en mouvement autour de la Terre. Scientifiquement, avec une loi physico-mathématique que nous appelons la loi d'action et de réaction de Newton. Scientifiquement, c'est Newton qui est le premier à expliquer scientifiquement comment la Lune tourne autour de la Terre. C'est son satellite naturel. Selon... Comme Galilée l'avait fait pour autour du Soleil, pour le Soleil, pour la Terre autour du Soleil. Mais le problème se posait depuis l'Antiquité. Oui, bien sûr. On cherche à expliquer, mais on ne réussit pas parce que les éléments intellectuels qu'il faut exploiter pour expliquer scientifiquement, on ne trouve pas. Et c'est avec Newton que les éléments intellectuels là sont trouvés. Donc il a expliqué, et Newton a déjà, en créant la physique mathématique, créé une théorie qu'on appelle la théorie de la gravitation universelle. Et cette théorie-là, dans cette théorie, Newton explique comment, si l'homme arrive à s'élever à une hauteur h donnée de l'espace terrestre, s'il arrive à jeter un corps d'une hauteur, à la hauteur h, si le corps arrive à revenir au point de départ, eh bien le corps conserve cette force-là et tournera éternellement autour de la Terre. Newton a expliqué tout ça là. Bon, les Russes se sont servis de cette science de Newton pour générer la technologie d'astronautique. Tout ce que les Russes ont fait, c'est à partir de la physique mathématique de Newton. Donc si Newton n'a pas créé cette physique-là, les Russes ne seraient pas arrivés à envoyer des satellites artificiels tourner autour de la Terre. C'est formidable, hein? Et là, on voit sur le livre la formule F égale à mg plus E égale à 1 demi de gt carré. Ça, on a fait ça en terminale. Donc, plus F, etc., etc.